On s'en vient dans le pur et dur, le vrai. La légende vivante québécoise. Celui qui m'a initié, en fait, au monde de la poésie ici au Québec. On l'a puissant et le très, très puissant. Notre caméraman, photographe, Yvon Jean. Yeah. C'est un spécial Bukowski que je vais faire avec M. Danjou. Musique. Vie de merde. Le vent souffle fort ce soir, un vent glacial, et je pense aux copains à la rue. J'espère que quelques-uns ont une bouteille de rouge. C'est quand on est à la rue qu'on remarque que tout est propriété de quelqu'un et qu'il y a des serrures sur tout. C'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. On prend ce qu'on peut, on essaie de le garder et d'ajouter d'autres biens si possible. C'est comme ça qu'une dictature aussi fonctionne, seulement elle a soit asservi, soit détruit ses rebuts. Nous, on se contente d'oublier les nôtres. Dans les deux cas, le vent est fort. Le vent est glacial. Seul avec tout le monde, la chair recouvre les os. Et ils y mettent un cerveau et parfois une âme. Et les femmes jettent les vases contre les murs et les hommes boivent beaucoup trop. Et personne ne trouve son pendant. Mais tous gardent un espoir, rampant d'un lit à l'autre. La chair recouvre les os et la chair cherche, plus chair que la chair. Il n'y a aucun salut, nous sommes tous soumis à un destin singulier. Personne ne trouve son pendant. La ville se remplit d'ordures, les dépotoirs se remplissent, les asiles se remplissent, les hôpitaux se remplissent, les cimetières se remplissent. Ce sont bien les seules choses qui se remplissent. La mort, fière, maigre. Je vois des vieux à la retraite dans les supermarchés, et ils sont maigres, et ils sont fiers, et ils vont mourir. Ils crèvent de faim debout, et ne disent rien. Longtemps auparavant, entre autres mensonges, on leur a appris que le silence était signe de courage. Maintenant, après une vie de travail, l'inflation les a piégés. Ils regardent autour d'eux, volent un petit grain de raisin, le mâchent. Finalement, ils font un tout petit achat, équivalent à ce qu'ils touchent chaque jour. Un autre mensonge qu'on leur a appris: tu ne voleras point. Ils préféreraient mourir de faim que voler un grain de raisin ne les sauvera pas. Et dans leur chambre minuscule, devant des pubs de bouffe, ils mourront de faim, crèveront sans un bruit, sortis des meublés par des jeunes garçons blonds aux longs cheveux qui les glisseront dans le fourgon, démarreront. Ces garçons aux beaux yeux, pensant à Las Vegas et aux chattes et à la victoire. C'est dans l'ordre des choses. Chacun a un goût de paradis avant l'enfer. Confession. Attendant la mort comme un chat qui sautera sur le lit, je suis si triste pour ma femme. Elle verra ce corps raide blanc, le secourra une fois, peut-être deux. Hank ne répondra pas. Ce n'est pas ma mort qui m'inquiète, c'est ma femme laissée seule avec cette pile de néant. Je veux qu'elle sache cependant que toutes les nuits passées à dormir à ses côtés, et même les futiles disputes, ont toujours été des splendeurs. Et les mots difficiles que j'ai toujours eu peur de prononcer, je peux à présent les dire. Je t'aime. Yeah. La cause et l'effet. Les meilleurs meurent souvent de leurs propres mains, juste pour se libérer. Et ceux qui restent ne comprennent jamais vraiment pourquoi on voudrait se libérer d'eux. Le génie de la foule. Il y a assez de traîtrise, de haine, de violence, d'absurdité dans l'être humain moyen
pour approvisionner à tout moment n'importe quelle armée. Et les plus doués pour le meurtre sont ceux qui prêchent contre. Et les plus doués pour la haine sont ceux qui prêchent l'amour. Et les plus doués pour la guerre, finalement, sont ceux qui prêchent la paix. Méfiez-vous de l'homme moyen, de la femme moyenne. Méfiez-vous de leur amour. Leur amour est moyen. Recherche la médiocrité. Mais il y a du génie dans leur haine. Il y a assez de génie dans leur haine pour vous tuer, pour tuer n'importe qui. Ne voulant pas de la solitude, ne comprenant pas la solitude, ils essaient de détruire tout ce qui diffère d'eux. Étant incapables de créer de l'art, ils ne comprennent pas l'art. Ils ne voient dans leur échec en tant que créateur qu'un échec du monde. Étant incapables d'aimer pleinement, ils croient que votre amour est incomplet. Du coup, ils vous détestent. Et leur haine est parfaite, comme un diamant qui brille, comme un couteau, comme une montagne, comme un tigre, comme leur plus grand poison, leur plus grand venin, leur plus grand art. Faut applaudir ces Grétis. Bravo! 40 000 mouches déchirées par un tourbillon, on se remet ensemble. Vérifie les murs et le plafond à la recherche des fissures et des éternelles araignées. On se demande, il y aura encore une autre femme? Et maintenant, 40 000 mouches courent sur les bras de mon âme et chantent. J'ai trouvé un bébé d'1 million de dollars dans une boutique à 5 et 10 sous. Les bras de mon âme, des mouches qui chantent. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est si facile d'être un poète et si dur d'être un homme. Ça, c'est écrit un an avant sa mort. Conseil amical à un tas de jeunes gens. Allez au Tibet, faites du chameau, lisez la Bible, teintez vos chaussures en bleu, laissez-vous pousser la barbe, faites le tour du monde en canoë de papier, abonnez-vous au Saturday Evening Post, ne mâchez que du côté gauche de la bouche, épousez une unijambiste et rasez-vous avec un coupe-chou et gravez votre nom sur son bras. Brossez-vous les dents à l'essence, dormez toute la journée et grimpez aux arbres la nuit. Faites-vous moine et buvez des chevrotines et de la bière. Mettez la tête sous l'eau et jouez du violon. Faites la danse du ventre devant des bougies roses. Tuez votre chien, présentez-vous comme mère. Vivez dans un tonneau. Fendez-vous la tête avec une hachette. Plantez des tulipes sous la pluie. Mais n'écrivez pas de poésie. Alors, vous souhaitez devenir écrivain. Si cela n'explose pas à l'intérieur de vous, en dépit de tout, ne le faites pas. À moins que ça jaillisse spontanément de votre cœur, de votre esprit et votre bouche et vos tripes, ne le faites pas. Si vous devez vous asseoir des heures à fixer l'écran de votre ordinateur ou pencher sur votre machine à écrire à chercher les mots, ne le faites pas. Si vous le faites pour l'argent ou la gloire, ne le faites pas. Si vous le faites parce que vous souhaitez des femmes dans votre lit, ne le faites pas. Si vous devez vous asseoir là et réécrire encore et encore, ne le faites pas. Si le simple fait d'y penser est laborieux, ne le faites pas. Si vous essayez d'écrire à la façon de quelqu'un d'autre, oubliez tout de suite. Si vous devez attendre que cela rugisse hors de vous, dans ce cas, attendez patiemment. Si cela ne rugit jamais hors de vous, faites autre chose. Si vous devez d'abord le faire, lire à votre femme, ou votre petit ami, ou votre autre petit ami, ou vos parents, ou n'importe qui d'autre, vous n'êtes pas prêt. Ne soyez pas comme tant d'auteurs. Ne soyez pas comme tant de milliers de personnes qui s'autoproclament écrivains. Ne soyez pas tristes et ennuyeux et prétentieux. Ne vous consumez pas dans l'amour de vous-même. Les bibliothèques du monde entier ont bâillé de sommeil sur votre genre. N'en ajoutez pas, ne le faites pas. À moins que cela jaillisse de votre âme comme une fusée. À moins que vers la folie ou le suicide ou le meurtre, ne le faites pas. À moins que le soleil en vous ne consume vos tripes. Ne le faites pas lorsque le moment est vraiment venu. Et si vous avez été choisi,
Cela se fera de soi-même, et cela continuera à se faire, à moins que vous mouriez, ou que cela meure en vous. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y en a jamais eu. Le prochain, c'est mon préféré de ceux que je vais lire aujourd'hui. C'est une découverte. Bukowski à son meilleur. Ils écrivent et pissent des poèmes. Les jeunes gens et les professeurs de fac, les femmes qui boivent du vin tout l'après-midi pendant que leur mari travaille, ils écrivent. Et toujours les mêmes noms dans les mêmes magazines, et chacun écrit de pire en pire chaque année. Ils font paraître de nouvelles anthologies de poésie, et en conséquence, ils pissent davantage de poèmes. C'est comme un concours. Mais quel est l'enjeu? Et ils n'écriraient pas des nouvelles ou des articles ou des romans. Non, ils pissent juste des poèmes. Ils se rassemblent de plus en plus, ils se ressemblent les uns les autres, de moins en moins, différents chacun. Et si quelqu'un de ces jeunes gens se lasse et abandonne les professeurs, eux n'abandonnent jamais. Et les femmes qui boivent du vin tout l'après-midi, elles non plus n'abandonnent jamais. Jamais. Et de nouveaux jeunes gens surgissent avec de nouvelles revues. Et ils publient quelques lettres de poètes, hommes ou femmes. Et un peu de porno, oui, ça pogne. Et l'ensemble est prodigieusement ennuyeux. Quand on leur retourne leurs poèmes, ils les retapent, ils les renvoient à la revue suivante sur leur liste. Ils donnent des lectures. Toutes les lectures qu'ils peuvent, gratuitement, espérant que quelqu'un finalement les entendra, finalement les applaudira, finalement les félicitera et reconnaîtra leur talent. Ils sont tous si sûrs de leur génie. Ils n'ont pas le moindre doute. Et la plupart d'entre eux vivent à North Beach ou à New York et leur visage ressemble à leurs poèmes, pareillement. Ils se connaissent les uns les autres, ils se réunissent, ils se haïssent, ils s'admirent, ils s'excluent. Ils pissent toujours plus de poèmes, toujours plus, le concours des nullards. Et ils s'applaudissent, se congratulent, ils pissent toujours plus de poèmes. 1977. Yeah. Asile de nuit. On n'a pas vécu tant qu'on n'a pas été dans un asile de nuit. Avec juste une ampoule et 56 hommes entassés sur des lits de camp où tout le monde ronfle. Ronflement si profond, grossier, incroyablement sombre, claireuse, obscène, bruyante, respiration moins qu'humaine, jaillit droit de l'enfer. On craque presque devant ces bruits de mort. Et le mélange des odeurs, fortes chaussettes sales, caleçons pleins de pisse et de merde, et au-dessus, l'air qui circule lentement, comme celui émanant des poubelles sans couvercle, et ces corps dans le noir, gros, maigres et tordus, des sans jambes, des sans bras, des sans âme, et le pire, la totale absence d'espoir qui les enveloppe, les recouvre comme d'un linceul. Ce n'est pas supportable. On se lève, on sort, on arpente le trottoir, on longe les immeubles, on tourne le coin, on reprend par la même rue. On songe à ces hommes qui ont déjà été des enfants autrefois. Que leur est-il arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il fait nuit, il fait froid dehors. Ces choses auxquelles nous apportons tout notre soutien n'ont rien à voir avec nous. Et nous nous en occupons par ennui, par peur, par avidité, par manque d'intelligence. Notre halo de lumière et notre bougie sont minuscules, si minuscules que nous ne le supportons pas. Nous nous débattons avec l'idée et perdons le centre, tout en cire, mais sans la mèche. Et nous voyons des noms qui jadis signifièrent sagesse, comme des panneaux indicateurs dans les villes fantômes. Mais seules les tombes sont réelles. Bluebird. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, reste là. Je ne veux pas qu'on te voie. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je verse du whisky dessus et lui tire une bouffée de cigarette. Et les putains et les barman et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tiens-toi tranquille. Tu veux me fourrer dans le pétrin?
tu veux foutre en l'air mon boulot? Tu veux faire chuter les ventres de mes livres en Europe? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que le temps entend la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là, alors ne sois pas triste. Puis je le remets dans sa cage. Il chante un peu là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir. Et on dort ensemble comme ça, liés par notre pacte secret. Et c'est assez beau pour faire pleurer, mais je ne pleure pas. Et vous? Bravo! Ça achève. Cloué dans l'univers, je sais seulement d'où je viens. J'ai bien failli tout perdre. Je restais assis dans des escaliers pendant des heures sans bouger. Et ces escaliers n'étaient même pas à moi. Je ne veux pas dire que j'étais un crétin, je veux dire que j'étais complètement indifférent. Je m'en serais foutu si vous étiez venu pour me tuer. Je ne vous en aurais pas empêché. Je me trouvais dans un lieu qui ne signifiait rien pour moi. J'ai trouvé des endroits où demeurer, petites chambres, bars, cellules. Le sommeil et l'ivresse me semblaient seuls possibles. Tout le reste me semblait absurde. Une nuit, je me suis assis et j'ai regardé le Mississippi toute la nuit. Et je ne sais pas pourquoi, le fleuve coulait et il puait. J'avais toujours l'impression d'être dans un bus interurbain qui m'emmenait quelque part, de regarder par une fenêtre crasseuse le néant. J'ai toujours su combien d'argent j'avais sur moi. Par exemple, un billet de 5 $ et 2 $ dans mon portefeuille, une pièce de 5 cents, une de 10 et 2 pennies dans ma poche avant droite. Je n'avais aucun désir de parler à quiconque, ni que l'on me parle. On me considérait comme un paumé. Je mangeais très peu, mais j'étais étonnamment robuste. Une fois, dans une usine, les costauds, essayaient de soulever du sol un gros morceau de métal, et ils ont échoué. C'était vraiment lourd. « Hey, Hank! Viens, essayez! » ont-ils ricané. J'y suis allé, je l'ai soulevé d'une main, je l'ai reposé, je suis retourné au travail. J'avais gagné leur estime, mais je n'en voulais pas. Des fois, je baissais tous les stores de mes chambres, et je restais au lit une semaine. J'agissais à ma guise, mais ça n'avait aucun sens. Je n'avais pas d'idée, je buvais, je buvais, je buvais. Je n'étais pas seul. Je ne me faisais pas pitié. Simplement, j'étais pris dans une situation où je ne pouvais rien trouver avec quoi fonctionner. J'étais un jeune homme, vieux de 1000 ans. Maintenant, je suis un vieux homme, vieux de 1000 ans. Je vais lire un poème que je dédie à M. d'Anjou. Après, il va venir en lire un, de Bukowski. Un autre lit pour M. d'Anjou. Écrit en 90, donc Bukowski avait 68 ans, 70 ans. Un autre lit, une autre femme, encore des rideaux, une autre salle de bain, une autre cuisine, d'autres yeux, d'autres cheveux, d'autres pieds et orteils. Tout le monde cherche l'éternelle quête. Tu restes au lit, elle s'habille pour aller travailler, et tu te demandes ce qui est arrivé à la dernière et à celle d'avant. Tout cela est si confortable, faire l'amour, dormir ensemble, la gentille tendresse. Quand elle est partie, tu te lèves et tu vas dans la salle de bain. C'est si intime et si étrange. Tu retournes au lit et tu dors encore 1 heure. Quand tu pars, c'est à regret. Mais tu la reverras et ça marchera ou pas. Tu descends au bord de l'eau et tu restes assis dans ta voiture. Il est presque midi. Un autre lit, d'autres oreilles, d'autres bagues, d'autres bouches, d'autres chaussons, d'autres robes, couleurs, portes, numéro de téléphone. Autrefois, tu étais assez fort pour vivre seul. À presque 60 ans, tu devrais être plus raisonnable. Tu démarres la voiture et tu t'éloignes en pensant « J'appellerai Jenny en arrivant. Je l'ai pas vue depuis vendredi. » Bravo! Et M. d'Anjou va nous lire une autre découverte que j'ai faite de Bukowski. Je trouve que ça se prêtait bien à sa voix et à son style. Ça s'intitule « Des jours comme des rasoirs, des nuits pleines de rats ». Merci. Alors, David prenait son épée, puis
my God. Dans les hangars du miracle, je danse au phare qui brûle le sang de ma route perdue. Je vois dans tes pleurs, Hank, Chinaski, le courage de ta souffrance, en dépit de ton masque épais d'acné. Tu demandes un Kleenex et on t'éponge de larmes. Tes larmes sont pastel. Tu deviens au même moment au fond d'une toile une vie, une tragédie qui peint des tableaux lacrymogènes qui nous sautent depuis des lunes aux yeux. Des jours comme des rasoirs, des nuits pleines de rats. Jeune homme, je partageais mon temps équitablement entre les bars et les bibliothèques. Je m'arrangeais pour mes autres besoins ordinaires. Comment je faisais, c'est une énigme. Je ne me faisais pas trop de soucis. Si j'avais un livre ou une bouteille de whisky, j'étais heureux dans ma vie. Je ne pensais pas beaucoup à autre chose. Je créais mon propre paradis dans les bars. Je me prenais pour un dur, je cassais des choses et des gueules, des soirées. Je me battais avec d'autres hommes, mais dans les bibliothèques, c'était différent. J'étais tranquille. Je passais de salle en salle. Je ne lisais pas tant de livres entiers que des passages de livres. Médecine, géologie, littérature et philosophie. La psychologie et les mathématiques, l'histoire, d'autres choses m'ennuyaient. En musique, je m'intéressais plus au son et à la vie des compositeurs qu'aux aspects techniques. Mais c'est avec les philosophes que je me sentais fraternel. Schopenhauer et Nietzsche, même le vieux dur à lire Kant, Santayana, qui était alors très populaire, je le trouvais creux et ennuyeux. Hegel, il fallait vraiment vouloir, surtout avec la gueule de bois. J'en ai lu beaucoup que j'ai oublié. C'est peut-être mieux comme ça. Mais je me souviens qu'un type avait écrit un livre entier pour prouver que la Lune n'existait pas. Et si bien qu'après, vous vous disiez « Asti, il a raison, la Lune n'existe même pas. » Comment diable un jeune homme ou une jeune femme peut-il daigner se lever le matin pour aller travailler une journée de 8 heures à se donner le cul à un hostie de proprio si la Lune n'existe même pas? C'est quoi qui nous manque? Merci. Yeah. Et je vais terminer avec Vincent Nagasaki qui va m'accompagner à la guitare avec joie. On va lâcher la musique à Salon Mortuaire. Et je vais vous lire 2 poèmes de Bukowski. On est dans Bukowski, où je la fais du Nelligan, du William Blake, Emily Dickinson, je savais pas, mais j'aime pas beaucoup ça, le monde qui vient des familles bourgeoises. Ça fait que j'aimais mieux Bukowski. Yes. Puis là, il y a ces 2 poèmes-là, ils sont dans mon recueil Noir Poésie. Le premier, c'est pas moi qui l'ai traduit, mais l'autre, oui. 90 heures avec beaucoup de bouteilles de fort. Le premier. N'essayez même pas. Don't try, de Charles Bukowski. Si vous tentez le coup, allez-y à fond. Sinon, n'essayez même pas. Vous risqueriez d'y perdre vos copines, vos femmes, vos proches, votre boulot, peut-être même votre raison. Vous pourriez rester sans manger pendant 3 ou 4 jours. Vous pourriez geler sur un banc public. Vous pourriez finir en prison. Vous pourriez essuyer des moqueries, connaître le mépris, l'isolement. L'isolement est un bienfait. Tout le reste ne sert qu'à tester votre endurance et voir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et vous plongerez, malgré l'appréhension et les pires perspectives. Et ce sera mieux que tout ce que vous pouviez imaginer. Si vous tentez le coup, allez-y à fond. C'est une sensation inégalable. Vous côtoierez les dieux. Vos nuits s'embraseront de 1000 flammes. La vie ne sera qu'un long éclat de rire. C'est le seul combat qui en vaille la peine. Et le dernier, c'est un poème fort pour moi dans ma vie tumultueuse et foquée. Ça s'intitule Born Like This de Charles Bukowski. Né comme ça, born like this, dans ça,
comme les visages de Grès-Souris, comme Madame Maury, comme les ascenseurs brisent, comme les paysages politiques se dissolvent, comme l'emballeur du supermarché tient un diplôme universitaire, comme les poissons huileux crachent leur poids huileuse, comme le soleil est masqué. Nous sommes nés comme ça. Born like this, dans des guerres soigneusement folles, dans la vue des fenêtres cassées d'usines vides, dans des bars où plus personne ne se parle, dans des bagarres à poings nus où on finit poignardé ou tiré, nés dans ça, dans des hôpitaux qui sont si chers qu'il est meilleur marché de mourir, dans des avocats qui chargent tant qu'il est meilleur marché de plaider coupable, dans un pays où les prisons sont pleines et les asiles fermés, dans un endroit où les masses élèvent les imbéciles en réchéreau, nés dans ça, marchant et vivant à travers ça, mourant à cause de ça, mis au silence à cause de ça, châtré, débauché, déshérité à cause de ça, trompé par ça, utilisé par ça, pissé dessus par ça, fait fou et malade par ça, fait violent, fait inhumain par ça. Le cœur est noirci, le doigt cherche la gorge, l'arme à feu, le couteau, la bombe. Les doigts vont vers un insensible Dieu. Les doigts vont vers la bouteille, la pilule, la poudre. Nous sommes nés dans cette tristesse morbide. Nous sommes nés dans un gouvernement 60 ans endetté qui bientôt sera même incapable de payer l'intérêt sur cette dette. Et les banques brûleront. L'argent sera inutile. Il y aura multiples et impunis meurtres dans les rues. Ce sera armes à feu et bandits de grands chemins. Les terres seront inutiles. La nourriture ne suffira plus. La puissance nucléaire sera commune à tous. Les explosions secoueront continuellement la terre. Des hommes robots irradiés se chasseront entre eux. Les riches et les choisis regarderont des plateformes spatiales. L'enfer de Dante sera fait pour ressembler à une cour de récréation d'enfants. On ne verra pas le soleil. Et ce sera toujours la nuit. Les arbres mourront. Toute végétation aussi. Les hommes irradiés mangeront la chair d'autres hommes irradiés. La mer sera empoisonnée. Les lacs et les fleuves disparaîtront. La pluie sera le nouvel or. Les corps pourrissants d'hommes et d'animaux pueront dans le vent sombre. Les derniers survivants seront dépassés par les maladies nouvelles et hideuses. Et des plateformes spatiales seront détruites par l'usure. Les réserves seront à sec. L'effet naturel de décadence générale. Il y aura le plus beau silence jamais entendu. Ni de ça. Le soleil toujours caché, là, en attente du prochain chapitre.